Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, ancien secrétaire fédéral du Parti socialiste vosgien, conseiller municipal dans la petite commune du Belay, Jean-Marie Lalandre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a envie de vous dire, vous concernant, socialiste d'un jour, socialiste de toujours, ça a toujours été votre famille, même s'il y a eu des soubresauts. Vous n'êtes plus d'ailleurs membre du Parti socialiste à l'heure où on se parle. Non, je ne suis plus encarté au Parti socialiste, bien que vous l'avez rappelé, Jean-François, j'ai dirigé pendant 2 mandats la Fédération des Vosges. Mais plus qu'être socialiste, je suis quelqu'un qui a une vision de gauche. Et la gauche ne peut pas être enfermée, j'allais dire, dans un espace-temps, dans un parti. Ce qui veut dire que mes convictions, mes aspirations sont les mêmes que lorsque j'étais encarté au Parti socialiste. Alors si on les transcrit au sein d'un parti aujourd'hui, ce serait lequel ? Là, aujourd'hui, je n'ai pas de parti qui corresponde à ma vision d'une société que j'espère meilleure, non pas pour moi, puisque l'âge venant, non pas que je suis pressé de quitter ce monde, un monde dont on dit qu'il est meilleur, mais j'ai des petits-enfants et je voudrais quand même laisser une société la plus humaine possible. Donc pour être clair, vous êtes un peu trop à gauche pour le PS et pas assez à gauche pour LFI ou le Parti communiste, on peut résumer ça comme ça ? Oui, pour le Parti socialiste, oui. Pour le Parti communiste, oui. Pour LFI, c'est d'autres problématiques. Je pense qu'il y a un moment... Personnifié par le général en chef. Oui, entre autres. Il y a quelques personnalités qui ont un comportement qui ne correspond pas à ce que je me fais de la respectabilité qu'on doit avoir lorsqu'on représente une population. Alors vous êtes un self-made man, comme on dit outre-Atlantique, vous avez été tour à tour manœuvre, chauffeur, puis la bascule vers la fonction publique, donc tout sauf un élu hors sol. Vous avez vu un petit peu toutes les composantes de la société, ça a nourri forcément votre parcours ? Oui, bon, on va pas trop s'étaler sur ma vie, mais maman était seule avec 6 enfants, j'étais l'aîné, donc à 16 ans il a fallu aller à l'usine parce qu'il n'y avait pas de paye. Ce que je peux dire là à vos auditrices et à vos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que j'ai eu une grande chance parce que dans tous ces différents emplois, j'ai rencontré des gens très bien et puis j'ai toujours appris. Même lorsque j'étais, comme on disait, manœuvre, j'ai toujours appris et j'ai eu la chance, je le redis, de croiser des personnes qui m'ont fait confiance. L'une d'entre elles n'est pas française, elle s'appelle Henri Favre et j'avais 13 ans, je travaillais l'été en Suisse dans des fermes. Et il avait une machine qui s'appelait une Europe. Pour lui, c'était une machine importante en termes d'argent. Et il me l'a confiée et ça a déclenché chez moi, ce monsieur qui me connaît depuis 15 jours, me confie une machine qui est pour lui fondamentale. Alors, transition toute trouvée, hein, merci. Dans moins de 15 jours, les élections européennes. Évidemment, j'imagine que vous voterez pour Raphaël Glucksmann. On peut vous l'assumer sans problème. Non, il n'y a aucun souci. Je voterai pour Raphaël Glucksmann. Tête de liste, donc Parti socialiste et Place publique. Qu'est-ce que vous pensez de sa campagne et des intentions de vote à l'instant T? Ce ne sont que des sondages. Il est autour de 14-15%. Je pense que la campagne de Raphaël Glucksmann est assez bonne. Je ne la qualifie pas de très bonne parce que je pense que ce qu'on peut reprocher à l'ensemble des députés européens, d'ailleurs, c'est d'être relativement absent médiatiquement. Entre les deux élections, vous voulez dire, ouais. J'aurais aimé, par exemple, que lui et d'autres prennent position sur la réforme des retraites, ou c'est des choses comme ça, même si c'est franco-français. Je pense que vous pouvez quand même vous positionner lorsque vous êtes un responsable politique. Sur les intentions de vote, elles sont ce qu'elles sont. Il est très nettement en avance par rapport aux autres listes de gauche, mais très nettement derrière le Rassemblement national et légèrement derrière Valérie Hayé qui représente le camp présidentiel. Oui. Donc pour vous, c'est bien, c'est moyen, c'est ni bien ni mal, Jean-François. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends le Rassemblement national, il caracole en tête. Bon, c'est pourquoi tous. Hein. Mais cela dit, moi je voudrais dire aux électrices et aux électeurs qu'il faut se méfier quand on ferme une porte pour que je ne puisse pas rentrer chez vous. Je ne peux pas sortir pour aller chez vous. La porte, quand elle est fermée. Donc dire on va rester entre soi et puis on va s'arranger entre nous, ça n'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui. À Madame Heyer, dont je salue le courage, parce que quand même, il ne faut pas être trop dupe. Si ça avait été porteur, ce ne serait pas Madame Heyer qui serait à la tête de liste pour Renaissance. Vous voulez dire que ce n'est pas la vraie tête de liste de cette elle est en mission commando, la pauvre, elle a bien du mérite. Alors nous, derrière, on est 3e, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est commencer à reconstruire, parce que vous l'avez dit, on est un petit peu, et c'est une réalité, en déshérence. Aujourd'hui, il faut reconstruire, parce que je ne crois pas, et je n'ai jamais cru, jamais, que la gauche et la droite c'était pareil ou qu'il n'y avait plus de gauche dans ce pays. Donc ce clivage existe encore. De quelle Europe vous imaginez être, en tous les cas, le garant ou le porteur, ou celle que vous désirez, en tous les cas? Une Europe vraiment fédérale? Ce que je désire, ce n'est pas forcément une confédération ou des États-Unis d'Europe. Je pense qu'il faut garder quand même une possibilité d'action
nationale. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, aujourd'hui, on voit qu'il y aura beaucoup d'abstention. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Trop d'Europe, pas assez d'Europe, ou une Europe qui ne correspond pas aux attentes? Moi, je suis de quelqu'un de très humaniste. Je ne suis pas le seul. Il y en a dans tous les camps des humanistes. Et je ne trouve pas normal que dans une Europe qui a maintenant une certaine durée, on n'ait pas mis en place un calendrier pour améliorer les conditions de vie des humains. Je vais m'expliquer très rapidement. Pour moi, et j'avais voté non d'ailleurs au traité de Maastricht, c'est vous dire que c'est ancien, parce que je pense que organiser la libre circulation des marchandises et des biens et des êtres humains, ok, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant lorsqu'on est humaniste. Aujourd'hui, je prétends revendiquer pour les générations qui vont nous suivre que partout où vous êtes dans un des 27 États membres, vous devez bénéficier du même traitement pour le cancer, vous devez avoir les mêmes durées de congé maternité, vous devez avoir tout ça. Je sais bien, je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas un rêveur, vous l'avez dit, je ne suis pas hors sol, mais ça ne peut pas se faire en un an. Mais qu'on n'avance pas du tout sur ces sujets, ça me pose problème. Et le seul sujet sur la table aujourd'hui, c'est la défense. Hein, et Macron y tient, évidemment. Mais... Oui, mais M. Macron, c'est pareil. Vous êtes dans un Conseil européen et vous faites une sortie médiatique, je vais envoyer des troupes en Ukraine. C'est pas comme ça. Si on est partenaire, on se parle en soi. On ne vient pas faire le buzz, comme on dit maintenant. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait plus d'humanité sur l'Europe et puis que les êtres humains soient traités de la même façon, quel que soit l'État membre, et même au-delà. Question adjacente, oui. mais qui est quand même pratico-pratique, mais qui est liée aux européennes. Vous êtes élu d'une petite commune, il y a 38 listes, Jean-Marie Lalande. Comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue pratico-pratique, je le disais? Comment vous avez fait, vous, dans votre village? Nous, c'est assez... Enfin, nous, on est beaucoup de communes de moins de 500, hein, notamment dans les Vosges, mais c'est vrai en Lozère. Moins de 100 habitants, hein, chez Oui, nous. Moins de 100 chez nous. Eh bien, déjà, il faut organiser les tours de garde. C'est compliqué, puisque nous ne sommes que 7 élus. Hein, là encore, une débilité, pardon. On est 101, on a 11 élus, vous êtes 99, vous en avez 7. Donc, quand vous êtes 7 élus qu'il faut tenir toute la journée en étant au moins 3, c'est déjà compliqué. Mais on a trouvé des habitants. Et sur les panneaux, là? Et après, les panneaux, nous, on n'a pas les moyens d'acheter 38 panneaux, parce qu'on est tout petit. Alors, on a coupé les panneaux avec du scotch. Ils n'ont peut-être pas tout à fait la taille des affiches réglementaires, mais on n'est pas inquiet, vous savez, parce qu'on sait malheureusement que sur les 38 listes, il y en aura 18, 20 qui n'auront même pas de support visuel. Pas de bulletin, pas de profession de foi. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, quelque chose qui ne devrait pas être autorisé. Allez, on repasse au niveau national. On va parler de la décrépitude du PS que vous avez connu de près. Donc, la fin du clivage gauche-droite, vous l'avez dit, vous n'y croyez pas vraiment. Pour vous, il existe encore. À la fois au niveau national et dans les Vosges, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend plus? Pourquoi on n'a plus d'élus? Pourquoi le PS est si inaudible? Je pense que la première raison... C'est la ligne Olivier Faure, pardon de vous couper, qui a privilégié quand même les grosses fédérations pour tenter de sauver, on a l'impression, sauver les élus en place. Hein. Oui, enfin, il y a quand même une chose pratico-pratique, c'est que vous devez avoir un groupe à l'Assemblée, c'est une réalité, c'est notre 5e constitution, ça donne aussi des moyens financiers, peut-être que je vais choquer des gens, mais c'est une réalité aussi. La démocratie, elle a un prix, elle a un coût financier, donc ça, je peux comprendre. Cela dit, je ne crois pas que le Parti socialiste national ait sacrifié les petites fédérations. Là, on est dedans l'excuse que certains ou certaines brandissent. Je pense que... C'est au premier secrétaire fédéral des Vosgiens. C'est au premier secrétaire fédéral du département, Vosgien ou ailleurs, et à son équipe d'animer. Et je suis très peiné, choqué et surpris que, concernant les Vosges, nous n'ayons eu aucun candidat au sénatorial, au législatif, au régional, voire même au départemental. Donc ça ne me semble pas possible. Et avec quasiment pas de campagne, il faut être tout à fait clair. Il n'y a pas de campagne, il n'y a rien du tout. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir des gens qui sont prêts à embarquer dans votre navire, mais il faut un capitaine. S'il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas d'équipage, et il n'y a pas de passagers qui montent dedans. Donc pour vous, Ghislain Seyer n'est pas l'homme de la situation? Je ne sais pas si... Je ne veux pas focaliser sur Ghislain, il a eu aussi le mérite de reprendre le flambeau à un moment difficile, mais je pense qu'il a normalement une équipe, j'en sais rien, puisqu'on n'a plus aucune nouvelle. On ne peut pas dire que c'est la faute de Ghislain. Il en a une partie, mais celles et ceux qui sont à côté devraient, à tout le moins, s'ils estiment qu'il n'est pas assez dynamique, le booster. Alors, vous avez constaté comme nous qu'il n'y a pas de conseiller régional PS vosgien, alors que vous avez été pendant 17 ans à Metz à l'époque, puisque c'était la région Lorraine. Personne non plus à Épinal, à Saint-Dié, aux conseils municipaux. Il n'y a plus de candidats potentiels ou on ne les active pas assez? Moi, je pense qu'il y a des candidats potentiels. Je l'ai dit tout à l'heure au début de notre entretien. La gauche n'a pas disparu dans la tête et dans le cœur des Françaises et des Français, des Vosgiennes et des Vosgiens. C'est pas vrai. Ça ne s'est pas évaporé. Mais il faut... Ça se construit. Ça se construit. Et puis, si vous n'êtes pas présent sur le terrain pour convaincre des
des électeurs qui deviendront plus ou moins candidats à telle et telle élection, vous n'avez pas de chance. La génération spontanée, je crois que c'est Pasteur qui a démontré qu'elle n'existe pas. Donc pour vous, c'est une question d'encadrement ou c'est une question générationnelle aussi, de gens qui s'impliquent moins? Peut-être les deux sont simultanés et concomitants. Oui, parce que si on regarde bien, là encore, c'est une affirmation sur laquelle je ne suis pas d'accord. On dit que les partis n'ont pas d'importance, ils n'existent plus. Je pense que quand il n'y a pas de parti, quand il n'y a pas d'organisation, eh bien, c'est difficile quand il n'y a pas d'encadrement. Et on voit bien que d'autres formations politiques, pas du même bord, sont en train de souffrir et puis vont tomber. Alors le coup de génie, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot de M. Macron au premier quinquennat, c'est une fois. Et on verra que la Macronie, quand M. Macron ne sera plus candidat, qu'est-ce qu'elle va devenir? Que vont devenir? Ils ne sont pas ancrés. Il n'y a pas d'ancrage politique. On le voit particulièrement dans notre département. Alors, on va redescendre encore d'un échelon. Vous êtes toujours vice-président à l'agglomération de Saint-Dié. On va rappeler qu'il y a 112 élus qui représentent peu ou prou 75 000 habitants. Est-ce que le mariage forcé, dans un premier temps, il faut être tout à fait clair, est harmonieux aujourd'hui? Comment vous vivez les choses de l'intérieur? À l'échelle d'une collectivité, c'est un bambin, elle a 7 ans. Elle marie des gens qui n'étaient pas forcément favorables. Bon, mais ça, c'est comme ça, c'est la loi. Après, on peut le déplorer. Moi, j'ai été très longtemps footballeur. Si vous n'aimez pas leur jeu, il ne faut pas jouer au foot. Qu'est-ce que je vous dis? Donc, c'est comme ça. Non, c'est compliqué parce qu'il y avait aussi des compétences optionnelles très, très différentes d'un endroit à l'autre. L'eau et l'assainissement, notamment, et les déchets dont vous êtes occupé aussi. Oui, je m'en suis occupé. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire comprendre que, certes, on est un maire, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis simplement conseiller municipal, mais lorsqu'on est à l'agglo, on doit avoir une vision élargie du territoire, des 77. Le fameux intérêt communautaire. Oui, et ça c'est difficile à appréhender. La deuxième chose, c'est qu'aussi on passe des fois d'un budget, et c'est pas une moquerie, c'est pas mon style, de 150 000 à 50 millions. Donc c'est pas évident à absorber. Il faut laisser du temps au temps. Surabondamment, je pense que là aussi, mais ce n'est pas simplement M. Macron, ça date d'avant. Et je ne veux pas rentrer dans le schéma Radéville, Radéchamps, mais on a des gens à Paris qui prennent des décisions qui ne se rendent pas compte des choses. Je vais prendre juste un seul exemple, l'eau. Quand vous habitez Paris, Lyon, Marseille, vous ne faites pas de soucis. Ce n'est pas l'adjoint qui, le matin, va déboucher. C'est pas comme ça. Et heureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est 77 communes, une majorité 68 très rurale. C'était peu ou prou le maire ou l'adjoint qui s'en occupait. Il n'y a pas toujours un relevé informatique des réseaux. Et on vous donne 1 an ou 2 pour vous mettre au garde à vous. Et c'est très difficile techniquement. Humainement, oui, techniquement. On va parler de votre délégation, le sport, qui est une de vos grandes passions. 10 000 licenciés aujourd'hui, 270 associations au niveau communautaire. Évidemment, oui. C'est pas mal du tout. Avec 2 figures de proue, la SRTT qui vient d'être malheureusement battue en finale de la Ligue des Champions, mais c'était historique. Et les Louves qui cherchent à monter au meilleur niveau. Parlons un tout petit peu de sport de haut niveau, mais aussi, ça vous tient à cœur, je pense, le sport pour tout le monde, le sport populaire. Oui, eh bien, on a la chance et on a eu pendant des années aussi l'équipe de tennis féminine de Saint-Dié, qui disputait le championnat de France premier niveau. Donc on a eu quelques et on a encore des locomotives, des locomotives féminines. Bon, c'est une très bonne chose et c'est important. Et ce que j'admire, ce que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est la continuité, parce que faire un exploit une année, monter en première division, à la limite, je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais se maintenir comme font la SRTT et Tival, village de 2800 habitants, une petite ville, je vous laisse le choix des mots, qui arrive en finale de la Coupe d'Europe des champions, c'est-à-dire l'équivalent de Real Madrid-Dortmund, 2800 habitants, c'est exceptionnel. Et qui plus est, surtout, ce que j'aime beaucoup chez ces 2 clubs, je vous l'ai dit, c'est la persévérance et le maintien à ce niveau. Et ils ont su garder l'esprit familial. Parce que tenu aussi, il faut être clair, alors avec le regretté Pierre Mercier pour ce qui est des Louves, et puis Jérôme Imbert et l'équipe dirigeante, la SRTT Tival. Donc c'est pas la collectivité, il faut être clair non plus, qui a fait ces résultats-là. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont mobilisés. Nous, notre rôle, c'est lorsque des gens mouillent le maillot, c'est le cas de le dire, c'est d'être à leur côté. Mais pas de revendiquer, de se faire plus gros que le bœuf et de croire que c'est grâce à nous qu'ils marquent des points. C'est pas vrai. On va parler de football pour finir, il reste une petite minute. L'US Rallon-Étape qui était en national depuis des années, on vous voit souvent au stade Paul Gasser, Jean-Marie Lalande, redescend en régional. C'est un petit drame pour la Déodacie en général, puisque Saint-Dié est également en régional. Oui, d'accord. Inéluctable ou pas? Inéluctable, moi je pense aussi, à un moment donné, là encore, je vais m'en faire reproche au parisianisme.
Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir une division où vous avez 5 équipes qui tombent, où vous perdez votre niveau parce que vous avez un but d'encaisser de plus sur la France, pas sur le Grand Est. Et à un moment donné, les règles sont devenues un peu trop strictes. Alors on sait qu'ils veulent arriver à, je crois, 12 ou 20 équipes de nationales sur la France pour limiter le budget de la fédération. C'est un drame, oui, mais par-delà le niveau, qui n'est pas tout, il y a 500 licenciés en étape. Et ces 500 licenciés, les gamins, les filles, ne vont pas disparaître demain. Donc là encore, moi je verrai avec mes collègues du bureau pour... avec un tout petit espoir de repêchage, hein. Faut voir ce qu'il en est. Demain soir. Tout n'est pas encore tout à fait acté, vous avez raison de le dire. Vous étiez arbitre de football. Un dernier mot en 20 secondes, s'il vous plaît. La violence, on en parle beaucoup, la violence sur les terrains de foot amateurs. Est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment un phénomène majeur dans ce domaine? Vous étiez arbitre il y a une trentaine d'années. Oui, j'étais arbitre pendant 30 ans. Sur les terrains de foot, la violence est devenue plus sur l'arbitre, j'ai envie de dire, un peu sur les joueurs. Mais quand il y avait des derbies, c'était aussi extrêmement chaud. Des bagarres générales. Aujourd'hui, c'est des coups de boule, si vous me permettez l'expression, sur l'arbitre. C'est des choses comme ça. Oui, mais ce qui m'interpelle, c'est la violence d'une façon générale. Quand je vois des gamines de 12 ans ou 15 ans qui montent des guet-apens, des garçons, des coups de couteau à droite à gauche. Moi, je pense aussi qu'on est dans une société qui est devenue extrêmement violente. Il y a quand même très peu de films où il n'y a pas de violence. Je me permets de signaler quelque chose qui me heurte beaucoup, puisque j'ai une petite fille de 14 ans. Lorsque je vois au collège les vidéos, y compris à caractère pornographique, extrêmement violentes qui circulent dans les collèges, extrêmement violentes. Et on est dans une société où on a l'impression qu'il faut être violent pour se faire entendre. Donc mal sociétal qui dépasse largement les terrains de sport. Et qui dépasse la France. On l'aura compris. Merci beaucoup Jean-Marie Lalande d'avoir accepté notre invitation, vice-président de l'agglomération de Saint-Dié, ancien secrétaire fédéral du Parti socialiste. À une prochaine fois. Merci à vous. Très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve pour ce qui nous concerne dès lundi prochain pour une nouvelle émission Parole des Luttes. Merci.